Entendez? Ouais. Bon, super. On continue alors. C'est avec un immense plaisir que le Fonds Croix-Rouge française a accepté d'animer cette table ronde d'ouverture. Donc un grand merci vraiment aux organisateurs, à UMACOP. Un grand merci aussi à nos intervenants qui ont tous répondu présents en dépit d'un agenda très dense. Donc cette table ronde va vous proposer une lecture de l'humanitaire qui n'est pas celle de l'actualité. Là, on va rentrer un peu dans les coulisses de cette période de transition. Alors pour poser le cadre qui me permettra de vous présenter ensuite tous nos panélistes, j'ai souhaité aborder la notion d'autonomie, qui est une question centrale dans cette période de transition humanitaire et qui relie parfaitement l'évolution des rapports Nord-Sud, la transformation du système humanitaire, le besoin d'éthique et la nécessité de la recherche. Ça fera aussi un très bon focus pour que M. Miribel puisse ensuite nous proposer une synthèse du Forum mondial Convergence qui portait aussi sur ce sujet. Alors depuis la mise en place de l'humanitaire dans sa version moderne avec la création de la Croix-Rouge, donc l'humanitaire n'a cessé d'évoluer avec des points de rupture politiques, éthiques, juridiques et institutionnels qu'on a pu voir apparaître au moment de crises majeures, de grandes guerres, la création de nouvelles organisations ou encore des traités internationaux. Alors pourquoi aujourd'hui parler de transition si l'humanitaire n'a eu de cesse d'évoluer ? L'humanitaire a engagé depuis les années 90-2000 sa métamorphose par des mutations plus profondes en fait que l'adaptation d'un dispositif face à de nouveaux défis. On peut dire que l'humanitaire change de paradigme. Il n'est plus seulement cette représentation occidentalo-centrée de la solidarité Nord-Sud, reposant sur des principes et un droit international bien identifié et s'appuyant sur les financements des pays les plus riches. La recette utilisée depuis la fin du XIXe siècle, en fait, n'est plus suffisante. Donc, quels facteurs incitent alors à une reformulation de l'humanitaire ? Dans quelle mesure un nouveau système est-il déjà visible ? Et comment se structure-t-il ? Alors, il nous semble urgent de comprendre cette transition pour l'anticiper, la préparer et mieux l'accompagner. Ainsi, nous en évoquerons d'abord les facteurs, avec la souveraineté comme axe structurant entre besoins et réponses. Nous explorerons ensuite ces dimensions pour ouvrir sur la nécessité de plus de recherche et d'éthique. Pourquoi parler d'autonomie pour décrypter les facteurs de cette transition ? Parce que le facteur central de cette transition humanitaire est un changement de centre de gravité, tout d'abord caractérisé par une souveraineté des États revendiquée. Alors, la souveraineté est une revendication légitime qui est ardemment défendue dans nos pays. Quand on regarde notre livre blanc de défense nationale, on voit au premier plan préserver notre indépendance et notre autonomie. La souveraineté va d'abord de pair avec responsabilité, donc un exercice plus affirmé de la souveraineté est normal et inévitable en matière humanitaire, à l'opposé de tout paternaliste. C'est vrai que je regrette un peu quand on parle souveraineté, souvent la réaction des humanitaires est de parler des cas plus négatifs, de la perte de l'espace, de la difficulté à intervenir, des compromis à faire aussi pour la prise de parole. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de cas positifs et il s'agit maintenant de mettre en avant comment cet exercice peut être garant de plus d'efficacité dans toutes les dimensions de la solidarité, la prévention, l'urgence, la résilience, combien il peut aider à éviter les dérives de ce qui peut être qualifié, on a entendu, de cirque humanitaire dans certains contextes, et quelle va être la place de chacun. Il y a bien des exemples positifs, inspirants. Il y a les pays d'Amérique du Sud qui ne sont plus maintenant dans la liste des pays cibles des ONG. Il y a aussi de nombreux pays d'Asie qui sont sortis des listes OCDE éligibles à l'aide publique au développement. Donc c'est vrai que parfois, quand les États s'emparent de certains sujets, leurs réponses sont parfois très loin des réponses de l'humanitaire traditionnel. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi des malentendus. On peut penser par exemple au Sénégal qui a une position très audacieuse face aux frais de douane, ou de l'Inde sur les brevets des médicaments. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une réponse directe. Quelles sont alors les modalités de mise en pratique de cette souveraineté ? Et finalement, est-ce que le système humanitaire actuel la favorise ou l'entrave ?
Ça, c'est vraiment une question importante, ce côté favoriser ou entraver la souveraineté. Alors, revenons maintenant, c'est vrai, à l'autre phase de l'expression de la souveraineté. C'est celle lorsque les responsabilités envers le développement humain sont mal assumées et les réponses à apporter aux crises ne sont pas mises en place. Ou lorsque la souveraineté se mue en une autorité étatique très forte, pouvant s'opposer au bien des populations et voire mettre en danger les humanitaires. On trouve là aussi tous les degrés qui vont du simple enregistrement des ONG à des contrôles très autoritaires des interventions et des prises de parole et jusqu'à l'instrumentalisation de l'aide. Il est alors nécessaire de se demander, mais sans faire de généralisation, en quoi les enjeux politiques et économiques des nations en quête de souveraineté, voire d'hégémonie parfois, modèlent les interactions avec les organisations humanitaires, les bailleurs et impactent l'assistance aux plus vulnérables. Comment cette souveraineté réaffirmée et souvent soutenue par d'autres puissances se heurte aux stratégies qu'on peut aussi qualifier d'interventionnistes des organisations et différentes alliances internationales. Quel rôle de coordination se joue alors pour les organes régionaux ? Enfin, un sujet peu évoqué dans la quête de souveraineté des pays bénéficiaires dans le champ humanitaire est la relation entre souveraineté et image. Donner l'image d'un État fort est-il compatible avec les faiblesses mises en exergue par les acteurs humanitaires étrangers ? Donner l'image d'un État faible ou maudit peut-il être un frein au développement ou à la valorisation de politiques locales ? Cette relation à l'image et aux images est la clé de nombreuses décisions qui ont été prises à Haïti, par exemple en 2010, l'expulsion d'ONG ou la difficulté croissante que rencontre l'utilisation du terme humanitaire dans de nombreux contextes. Donc, dans une quête de souveraineté où les stratégies de communication se développent autant à l'intérieur d'un pays que sur la scène internationale, comment, pour ces pays, contrôler les prises de parole des organisations étrangères qui peuvent devenir gênantes, tout en assurant la pérennité des financements internationaux qui restent utiles et indispensables. Alors on se trouve, c'est vrai, dans un contexte de bataille de l'image totalement nouveau, où on a des pays qui reçoivent de l'aide et qui veulent reprendre en main une image qui leur a longtemps échappé, et aussi de plus en plus de pays qui veulent bénéficier de cette image d'humanitaire, de secouriste, de sauveur, comme on l'a aussi largement utilisé en Occident. Dans ce contexte de souveraineté, nous venons à l'évolution des besoins. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'il y a de nombreux rapports qui en parlent, mais c'est vrai que les besoins ont augmenté. Le rapport d'Oxfam du mois dernier cite des catastrophes plus fréquentes et destructrices du fait du dérèglement climatique, de la pression démographique. Le rapport du State of the Humanitarian System insiste sur le caractère moins urgent mais plus complexe des crises à venir, liées particulièrement à des situations de conflit. On assiste aussi là à une accumulation des besoins nouveaux avec des nouvelles urgences, mais aussi des crises anciennes qui s'enlisent. Donc en fait, on a plusieurs strates de besoins qui s'accumulent et qui rendent le système très complexe, et souvent du fait de l'absence de solutions politiques ou économiques. Et enfin, le rapport du Humanitarian Horizons Project qui évoque des besoins d'ordre nouveau, comme par exemple la croissance non contrôlée des zones périurbaines avec des populations à risque et qui va devenir vraiment problématique. Si on regarde face à ces besoins, comment les réponses évoluent, elles, de leur côté, et qui nous montrent finalement aussi comment on est en train de passer d'un modèle, on va dire, à un autre. Alors en termes de moyens, le système international humanitaire n'a jamais été aussi bien doté. En 2014, il représente 25 milliards de dollars, 4400 ONG opérationnelles, 450 000 agents. C'est un rapport de l'ALNAP qui nous révèle ces chiffres. Mais il s'agit aussi de moyens en nature mis à disposition par des entreprises dans les secteurs des télécoms, de l'énergie, des transports, et aussi par les armées en cas de grosses catastrophes naturelles. Pourtant, le State of Humanitarian System Report nous montre que en fait, le problème du système, c'est pas forcément l'argent, bien qu'on n'en ait jamais autant besoin pour ces grosses crises, mais surtout, ça va être comment le système va se réinventer. Et là, finalement, le monde bouge, c'est-à-dire il n'y a pas des choses à inventer, c'est-à-dire les choses sont en train d'être réinventées. Il y a par exemple la création des assurances privées comme l'African Risk Capacity lancée par l'Union africaine pour couvrir les États contre les risques des catastrophes naturelles. Ce mécanisme a déjà fonctionné au Niger pour des situations de crise alimentaire. Il y a la définition d'un nouveau transnationalisme des ONG
Au Sénégal, Oxfam à Dakar nous a interpellés en disant, en chahutant un peu, à quand nous notre board, à quand notre autonomie, à quand une représentation Oxfam Dakar comme les autres affiliés européens. Et en fait, c'est en train de se passer parce qu'Oxfam est en train de donner à des pays comme des pays d'opération beaucoup plus d'autonomie et le même statut en fait que leurs autres affiliés occidentaux. On a aussi l'adaptation d'ONG du Sud qui, elle, s'internationalise avec de nouveaux modus operandi. Il y a ENDA qui apprend par exemple à adapter sa gouvernance par rapport à une croissance en réseau dans le monde entier, mais on peut pas parler de Bragg, de Friendship. On a des ONG hybrides aussi, des ONG comme Alima et Tostan qui vont puiser, on va dire, dans les modèles du Nord et du Sud des molécules pour construire des nouvelles ADN. Donc, ils sont en train de tester là des nouveaux modèles. Il faut citer le dynamisme des sociétés civiles et des mouvements citoyens de la jeunesse qui s'emparent des thèmes, on peut dire, humanitaires, tels que le collectif Y en a marre au Sénégal. Le rôle des diasporas, qui a été déjà cité, qui sont de plus invités à participer au développement de leur pays, mais aussi qui sont formés pour ça. Donc en ce moment, il y a des formations pour les diasporas, pour de plus en plus les intégrer. L'invention de nouvelles plateformes calquées sur l'économie du partage, comme cette nouvelle ONG là, pour accueillir les migrants. Elle s'est mise en place en Allemagne, elle s'est mise en place en France aussi. C'est vrai que toutes ces opportunités sont aussi source de tension, parce que les solutions n'éclosent pas forcément au rythme soit de la bureaucratie, soit de la démocratie, et ne sont pas forcément au goût de tout le monde. Et elles posent aussi la question des normes et de la coordination. Mais tous ces changements s'expérimentent aujourd'hui. Et les acteurs ont à leur disposition de nombreuses avancées technologiques, médicales, financières, pour penser les opérations autrement. Donc je pense que c'est vraiment à nous de les décrypter pour apprendre une nouvelle façon d'intervenir, plus respectueuse de l'autonomie des uns et des autres, et aussi plus à l'écoute des innovations des pays bénéficiaires. Car si l'humanitaire traditionnel n'a jamais été aussi puissant, il n'est plus non plus la solution, comme le disait Michel Mayetta de l'IRIS. Quelles sont alors les dimensions de cette transition? Là, je suis un peu paumée au niveau du temps, je dois dire, parce que comme on est décalé, donc il faut me dire, c'est trop long. Alors c'est vrai que nous la vivons tous, cette transition humanitaire, dans une certaine mesure, depuis quelques années, mais sans vraiment pouvoir la nommer ou en avoir une analyse transversale. Donc c'est vraiment sur cette dimension de cette transition que nos intervenants vont intervenir tout à l'heure, en plongeant dans vraiment des cas pratiques dans certains pays. La transition, finalement, c'est l'adaptation aux facteurs que nous venons d'évoquer et la reformulation d'une équation autour de la souveraineté, de ses nouveaux besoins et des nouvelles réponses. Je pense que la notion d'échelle est aussi vraiment importante car elle est souvent négligée dans les analyses. Il faut, MSF par exemple avance le chiffre d'opérations humanitaires qui ont décuplé en 20 ans depuis 88, donc on est loin de Bob Geldof et Daniel Balavoine. Et c'est vrai que c'est pour ça c'est important de rappeler quels sont les chiffres de la coopération décentralisée, quels sont les chiffres de la RSE, de les mettre en balance, comparant par exemple les budgets des ministères de la Santé des pays au regard des croissances de leur population. Alors une transition, c'est vrai, qui s'illustre parfaitement dans le mouvement Croix-Rouge. On oublie un peu de le regarder, ce mouvement Croix-Rouge, depuis quelque temps, mais c'est vrai qu'avec ses 189 sociétés nationales, le CICR, la fédération, ce mouvement devient un vrai laboratoire d'observation et un vrai incubateur d'idées. La Croix-Rouge, c'est vrai, la source du DIH, un acteur de premier plan sur les normes, mais c'est aussi le plus vaste réseau humanitaire au monde, avec des mécanismes de gouvernance qui relient sans arrêt le très local avec le très international. Mais surtout, je pense que c'est une articulation sans pareil dans chaque pays entre l'humanitaire d'urgence, le développement, l'économie, le social. Donc ils sont sans arrêt dans cette recherche entre politique publique, développement, croissance et aussi secourisme. Donc en fait, au bout du compte, je pense qu'on assiste à un véritable basculement des repères qui redéfinit la relation de l'aide internationale avec l'espace, le temps et l'autre. L'espace, on en a beaucoup parlé, on passe beaucoup de cet espace humanitaire, avec des frontières, des territoires. Dans le livre Agir à tout prix, MSF confirme dénoncer avec d'autres acteurs d'ailleurs une confusion des genres qui a été renforcée par le climat
post-9/11 d'hostilité envers les acteurs occidentaux dans les pays du Sud. Donc elle ferait effectivement face à une réaffirmation de la souveraineté des États postcoloniaux bénéficiant du soutien diplomatique et économique de puissances émergentes. Mais MSF passe la notion de rétrécissement de l'espace humanitaire au rang aussi des discours victimaires, car cet espace légitime et sécurisé n'a jamais vraiment existé non plus. Néanmoins, c'est vrai qu'ils insistent bien sur un espace de négociation entre les acteurs, autorités, ONG, groupes, pour garantir l'accès aux populations. D'ailleurs, investir un espace de manière autonome est une question aussi centrale dans les organisations elles-mêmes et fait vraiment débat depuis de nombreuses années. Ça peut être sur l'autonomie des équipes vis-à-vis du siège pour l'évaluation des besoins ou même faire tourner des missions. C'est une question très importante sur la Syrie en ce moment. Ou sur l'autonomie des partenaires aussi, quand l'organisation ne peut envoyer des équipes directement auprès des populations les plus touchées. Donc c'est vrai que ces espaces sont de plus complexes à négocier, se déplacent des campagnes vers les villes, bougent. Au Bangladesh, on nous a vraiment mis l'accent sur le fait qu'à cause des inondations, les espaces d'intervention bougent tout le temps et qu'il fallait sans arrêt les repenser. L'autre relation, c'est la relation au temps. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut insister, on est sur des crises qui se répètent, qui durent de plus en plus longtemps, mais en même temps, les nouvelles technologies imposent un temps très accéléré des circulations de l'information. Donc en fait, on a un temps plus long de l'un côté et un temps très court de l'autre, et en fait, c'est cette articulation qui est un petit peu compliquée dans ce nouveau système. Et là, le CICR nous dit, attention, dans cette articulation des deux temps, l'articulation humanitaire-développement dans les zones fragiles, il faut y travailler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en faisant plus intégrer le temps de l'urgence auprès des acteurs de développement. Bon, alors là, ce que nous dit pas non plus le CICR, c'est comment des acteurs de développement qui sont financés par des États peuvent intervenir de façon indépendante et impartiale dans les contextes d'urgence. Peut-être, effectivement, en travaillant sur le côté prévention seulement. Ensuite, on a des auteurs comme le philosophe Achille Mbembe en Afrique, lui qui insiste sur le fait qu'à un moment donné, il faut vraiment sortir de la logique de l'humanitarisme et des besoins présents et immédiats pour s'attaquer vraiment aux politiques. C'est souvent un politique qui est lié aussi au désordre, aux ressources, et que c'est vraiment aux Africains, même si c'est un prix à payer, qui doivent s'en emparer, mais avec l'aide, bien sûr, des réseaux de solidarité internationaux. Ensuite, dans la relation qui met en lien celui qui aide et celui qui a besoin d'aide, bah oui, c'est qui doit aider, qui doit porter la parole. Et je pense qu'il y a vraiment un décalage, c'est M. Toun, je crois, qui aussi le met en exergue, entre le discours des ONG du Nord qui mettent en avant, certes, une démarche de plus en plus partenariale et participative, mais en fait, qui gardent quand même la main mise sur les programmes, et qu'en fait, aujourd'hui, les ONG, nous, qu'on voit locales, nous disent je suis désolée, mais c'est effectivement un discours. Nous, dans la réalité, on ne voit pas ce passage de relais, en fait. Et alors qu'on est prêt, qu'on a les compétences et qu'on aimerait bien travailler de façon un peu plus autonome. Ce qui se passe aussi au niveau de l'image n'est pas anodin, donc il faut quand même le prendre en compte. Je pense que la démocratisation des images et de l'image humanitaire change complètement la donne. Côté bénéficiaire, tous les réfugiés ont des téléphones portables aujourd'hui, et donc ces histoires d'images changent notre rapport aussi au discours. Alors, comment l'éthique et la recherche s'imposent ? Donc, au fond, nous, Fonds Croix-Rouge, nous avons décidé d'analyser la transition, ou plutôt les transitions humanitaires, et la manière dont les pays la vivent. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que dans chaque pays, on se trouve devant des questionnements sans précédent qui se juxtaposent les uns aux autres. Alors, c'est vrai que pour répondre à toutes ces questions, comment faire ? L'éthique est la réponse qui s'impose. Le droit, c'est vrai, répond à des questions qui se sont déjà posées. Il faut le faire évoluer et le renforcer. Les principes, eux, encadrent les opérations des agences d'aide et le projet Sphère va dans ce sens. Mais pour les nouvelles questions, l'éthique seule pose le cadre d'un dialogue commun et compréhensible par tous. Le Fonds explore d'ailleurs l'éthique appliquée humanitaire depuis 2013. Donc nous, on a d'ailleurs initié un rapport en ce sens avec le World Humanitarian Summit, et on a eu la chance d'intervenir à la Global Consultation pour présenter cette démarche éthique.
Mais évidemment, si l'éthique seule est agir, on va dire que l'éthique aide à agir, mais derrière, il faut investir dans la recherche pour avoir la matière qui aidera à construire, et dans le long terme, tout en cultivant une posture critique de qualité. Et je pense qu'Ebola a été un exemple frappant. Hein. Il y a des organismes de recherche qui nous interpellent sur le fait que les données solides sont très rares dans l'humanitaire, et encore plus dans les zones fragiles. Et d'ailleurs, l'ALNAP met en doute les chiffres de certains rapports internationaux dont les méthodologies sont opaques et ne feraient qu'ajouter de la confusion. Et une grande difficulté aussi à anticiper le futur sur des bases solides, car quand on épluche les études, il y en a très peu qui répondent à des critères scientifiques. Et c'est un peu pour ça aussi que le Fonds Croix-Rouge française a été créé. Hein. C'est un fonds de recherche qui est entièrement dédié à l'humanitaire, avec une démarche assez audacieuse de la Croix-Rouge française, hein, puisqu'il ne s'agit pas en effet de réfléchir sur des cas pratiques seulement Croix-Rouge, mais vraiment de réfléchir en transversal, de mettre à disposition les réseaux et l'histoire de la Croix-Rouge pour initier cette recherche universitaire. C'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de recherche indépendante et critique, menée par des chercheurs dans nos pays, mais aussi des chercheurs à proximité des crises. C'est pour ça que le cadrage du fonds propose une approche de terrain par pays et non par crise, c'est-à-dire pour mieux intégrer les chercheurs de ces pays et pour mieux comprendre l'articulation de l'urgence, du politique avec le développement. Nous nous sommes d'ailleurs donné 3 priorités. Mieux intégrer les réflexions des chercheurs des pays bénéficiaires, financer les chercheurs dans leurs labos afin de les renforcer, et ensuite utiliser le français comme langue de recherche. Donc nous organisons notamment un appel à bourse postdoctorale sur ce thème de la transition. Donc là, pas de conclusion. Hein, je vais enchaîner très vite sur la présentation de nos intervenants, puisque les 3 intervenants qui sont ici sont aussi des lauréats aux bourses de la Croix-Rouge française. Donc nous avons eu à cœur de vous présenter des intervenants qui non seulement font des recherches sur des thèmes chers aux États généraux et au sommet mondial humanitaire, mais aussi vivent ces questionnements, ces tiraillements du fait de leur parcours et de leur proximité au terrain. Il faut se rendre compte que la recherche, c'est pas être enfermé dans une université, c'est aussi prendre des risques, c'est réfléchir sur les espaces, c'est prendre du temps pour négocier, réfléchir à cette posture critique qui n'est pas toujours facile à faire accepter. Ils vont d'ailleurs vous présenter, tout à fait indépendamment du fond, leur point de vue scientifique. Donc notre première intervenante, à ma droite, sera Marion Pecher, qui est chercheuse à la School of Oriental and African Studies à Londres. Donc après plusieurs années avec Solidarité Internationale dans divers pays d'Afrique et d'Asie centrale et du Sud, elle a choisi de retourner au Pakistan et d'y revêtir la tenue de chercheuse pour questionner la pertinence des principes humanitaires, principes dont on parlait tout à l'heure qu'on pense intangibles, mais Marion va nous présenter une autre version. Jackie Bouju a vécu et travaillé, lui, en Éthiopie, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique. Durant ses nombreuses années en Afrique, il a été très confronté au système humanitaire et s'y est intéressé. Professeur d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille et chercheur à l'Institut d'études des mondes africains, Jackie présentera les résultats d'un travail d'équipe mené au Burkina Faso sur les partenariats justement entre ONG internationales et locales et sur les normes bureaucratiques. Et pour conclure notre table ronde, Danielle Tan nous emmènera au Laos, où elle a travaillé en tant que chercheuse liée à l'Institut d'Asie orientale à l'ENS Lyon. Donc, d'abord intéressée par la présence chinoise en Asie du Sud-Est, elle a étendu son domaine de recherche au système de l'aide internationale et sa contribution interrogera les implications de la transition humanitaire et la frontière entre humanitaire et développement dans un pays qui, lui, ne subit pas de crise humanitaire majeure, mais où les acteurs humanitaires sont encore très nombreux. Et la conclusion sera donc à Benoît Miribel. Marion, c'est à toi. Bonjour à tous. Au 5 à 7 du CICR du 8 octobre cette année 2015, la question posée était 50 ans après, entre guillemets, entre parenthèses, 50 ans après la proclamation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge lors d'une des conférences internationales, ces principes reflètent-ils encore une philosophie ou est-ce que cette philosophie est dépassée ? Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur le principe d'impartialité en particulier.
d'un point de vue socio-anthropologique, et donc plus particulièrement sur ce qu'il impliquait en pratique pour les acteurs humanitaires. À mon sens, ce principe peut difficilement devenir obsolète en tant que tel, puisque chaque acteur se le réapproprie in situ. Dans les minutes qui me sont accordées, je voudrais vous faire apercevoir la diversité des pratiques humanitaires qui façonnent ce que l'on peut considérer comme des politiques de l'impartialité. Le constat de départ est que l'impartialité, souvent résumée par le fait d'aider les personnes en fonction de leurs besoins et non de leur appartenance religieuse, ethnique, politique ou de classe, est en jeu dans tout ce qui a une influence sur les choix qui sont faits sur qui assister en priorité, à savoir qui, où et avec quel type de réponse. J'ai donc rapproché ces pratiques de ce que l'on appelle en milieu médical le triage. Le triage est la première activité d'un service d'urgence à l'hôpital. Il s'agit d'établir les priorités entre patients en fonction d'un algorithme de tri visant à traiter en priorité ceux dont l'état de santé peut le moins attendre. Ce parallèle m'a permis de m'appuyer sur une littérature riche de sociologie et d'anthropologie médicale mettant en lumière les nombreux critères non médicaux qui influencent le triage médical en salle d'urgence ou plus largement dans le milieu médical. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'attribuer un organe disponible à l'un des nombreux patients en attente de greffe. Comme en médecine, le triage humanitaire donc, se présente comme uniquement guidé par des faits objectifs, provenant de diagnostics, d'évaluation des besoins, alors qu'il est influencé par l'adhésion à des types d'éthiques différentes et par des pratiques extrêmement diverses. Des politiques de l'impartialité peuvent donc être reconstituées grâce à l'analyse des pratiques de triage humanitaire. L'impartialité ne va pas de soi, à mon sens. Elle est interprétée et réappropriée par les organisations et se décline en politique. La question n'est donc pas si les acteurs sont effectivement impartiaux ou quels acteurs sont plus impartiaux que les autres, mais plutôt de quelle manière le sont-ils. Bon, pour moi, le triage humanitaire, c'est l'ensemble des pratiques, qu'elles aient lieu au niveau stratégique, tactique ou opérationnel sur le terrain, qui ont une influence sur ceux qui sont assistés en priorité et comment. Ces choix qui influencent qui est inclus et qui est exclu de l'assistance ne se réduisent pas à ce que les praticiens appellent finalement le ciblage des bénéficiaires, avec ces critères de sélection. Par le biais de vignettes ethnographiques, je voudrais vous montrer que certaines pratiques qui peuvent sembler périphériques à l'analyse des besoins des personnes affectées peuvent avoir une influence majeure sur le triage finalement opéré par une organisation humanitaire. Ces vignettes sont issues d'une triple ethnographie de projets menés au Pakistan en 2011 et 2012 au sein successivement de 3 ONG internationales d'origine européenne, dont il n'est pas utile ici de mentionner les noms. Alors, le premier projet dont je vais vous parler est un projet d'assistance médicale au sein d'un hôpital de district du nord-ouest du pays, proche des zones tribales pakistanaises, elles-mêmes frontalières de l'Afghanistan. Au niveau stratégique, cette ONG avait pris position clairement et publiquement plusieurs fois depuis 2001 afin de se dissocier de l'agenda de paix libérale mené par les pays occidentaux en Afghanistan et par extension au Pakistan. Être sur la ligne de front de la guerre globale contre la terreur, entre guillemets, non en soutien à la démocratie, mais en soutien aux victimes de cette guerre, était donc à l'échelle de la stratégie de l'organisation, son interprétation d'une aide impartiale. L'ONG avait donc investi cette structure hospitalière d'État dépourvue de personnel et de moyens, afin d'être en mesure de traiter les blessés du conflit. Dans les zones tribales pakistanaises, conflit entre des talibans pakistanais et l'armée pakistanaise. Je simplifie volontairement. Il avait fallu investir plusieurs mois de négociations, de discussions avec les autorités pakistanaises, les autorités religieuses locales et autres groupes influents. Les conditions d'accès négociées, finalement, étaient un respect strict des us et coutumes locales. Donc les femmes devaient être intégralement voilées, pakistanaises ou expatriées. Les expatriés devaient limiter leur sortie de l'hôpital et de leur maison au maximum. Et par exemple, le sujet du planning familial ou de la contraception ne devait pas être abordé dans l'hôpital. Dans cette zone du pays, les risques étaient réels pour les équipes du projet, risques de kidnapping et d'attentats notamment. Mais pour soigner des blessés de guerre, ils demeuraient acceptables pour l'organisation. Cependant, lorsque l'on regarde les faits, et selon les rapports internes de l'ONG,
sur plusieurs années, la plupart des patients soignés dans cet hôpital n'étaient pas des blessés de guerre. Au cours des 2 premiers trimestres de 2011, par exemple, seuls 25% des patients admis dans le service de réanimation souffraient de traumatismes, dont 2% seulement étaient imputés à des faits de guerre, les autres relevant de l'accidentologie civile, donc accident de la circulation ou domestique. Les autres patients admis en urgence présentaient des problèmes cardiaques, obstétriques, de santé mentale, parfois liés à des tentatives de suicide. Bon, par ailleurs, un rapport d'évaluation des projets internes, toujours, précisait, et là je cite, « Il y a peu de données ou analyses médicales qui suggèrent que les besoins au Quai Piquet, donc on parle de cette zone nord-ouest du Pakistan, sont plus importants qu'ailleurs dans le pays, excepté peut-être les restrictions culturelles d'accès à la santé pour les femmes. » Le projet ne traitait donc quasiment pas de blessés de guerre et reconnaissait que la situation de santé publique n'était pas pire dans le nord-ouest qu'ailleurs au Pakistan. Le macro-triage géographique s'était fait suivant la logique d'être le plus proche possible des zones de conflit. Pourtant, au quotidien, le fait de ne pas soigner de blessés de guerre n'était pas un problème pour les équipes médicales. Les médecins spécialistes expatriés, de passage, en courte mission, pratiquaient des soins urgents en milieu sous-médicalisé. Ils opéraient, faisaient des césariennes, bref, ils sauvaient des vies. Ceux qui les encadraient étaient principalement occupés à contenir et canaliser leur créativité. Je donne des exemples. Les uns voulaient agrandir les locaux de la maternité, puisque les femmes arrivaient de plus en plus loin pour accoucher dans l'hôpital des étrangers, Anglese Hospital. Les autres se mettaient à rédiger des nouveaux protocoles de médicaments absents des guidelines de l'organisation, et le turnover était tel que les suivants arrivaient avec d'autres idées et une énergie nouvelle. L'équilibre stratégico-médical maintenait le positionnement du projet sans provoquer de questionnement sur, finalement, l'exclusion des victimes de la sous-médicalisation sur le reste du territoire pakistanais. Bon, le deuxième projet à étudier était un projet d'accès à l'eau et à l'assainissement dans la province du Sindh. Donc là, on change d'endroit totalement, au sud du pays, destiné à 130 000 personnes affectées par les inondations d'août-septembre 2011. Le document de projet principal, donc la Propal, pour ceux qui sont dans le sérail, parlait d'assister les plus vulnérables, je cite, en priorité, entendus comme les plus pauvres et ceux n'ayant plus accès à l'eau potable. Les critères, donc ça représentait en fait les critères de sélection d'une aide basée sur les besoins, expression couramment utilisée pour parler de cette aide impartiale. En pratique, les personnes aidées in fine ne le furent pas sur la base d'une quelconque affiliation politique, ethnique ou autre, effectivement, mais pas non plus en fonction de leur pauvreté et pas seulement en fonction de leur accès difficile à l'eau ou à l'assainissement. Elles le furent selon qu'elles permettaient à l'équipe de rester fidèle au cadre bureaucratique, c'est-à-dire de coller au mieux au document de projet initial, à la Propal, qui vendait son efficience et sa virtuosité technique. Les acteurs du projet étaient focalisés sur l'objectif chiffré de 130 000 bénéficiaires, persuadés que le bailleur de fonds ne serait pas prêt à entendre qu'à leur première évaluation du nombre de personnes dans les villages les plus atteints par les inondations, les chiffres étaient en fait un peu moins élevés. Ils se mirent en quête de nouveaux bénéficiaires et mirent même de côté certains villages plus reculés et comptant moins d'habitants. Les nappes phréatiques de la zone étaient pour la plupart salées, et donc il fallait puiser de l'eau là où elle était pour l'acheminer par réseau souterrain en contexte rural et agricole. Donc dispositif technique plus complexe que de creuser de simples puits. La situation économique des personnes ne fut pas examinée. Ce n'était pas un sujet, car en pratique, c'était l'accès à l'eau qui primait, mais un accès vu comme le résultat de la construction d'infrastructures sophistiquées et durables pour le plus grand nombre. Et j'emprunte en partie les termes de la Propal et des discussions entre les acteurs. Le nombre de bénéficiaires primait, ainsi que la qualité technique des infrastructures à construire. Le bailleur avait commenté sur l'excellente capacité technique de cette organisation en matière d'eau et assainissement. Et il s'agissait finalement de ne pas le décevoir. Voilà. Pourtant, mes échanges avec ce même bailleur ont montré qu'au contraire, il attendait d'être mis à jour sur la réalité du terrain, qu'il était prêt à amender le contrat afin que le projet reste pertinent avant tout. Et il citait en exemple qu'il avait apprécié la transparence de cette même organisation par le passé à propos de certaines activités qui n'avaient pas fonctionné.
et il s'étonnait même de l'absence de nouvelles du chef de mission à propos du projet en cours. La relation aux bailleurs de fonds a donc eu une influence majeure sur le triage humanitaire opéré par ce projet. Cependant, par le biais d'une interprétation fausse des attentes de ce dernier et non à des fins de manipulation politique de la part du bailleur de fonds, comme parfois dénoncé par les médias ou la littérature académique. Les équipes de terrain érigeaient le cadre logique, outil central de la bureaucratie humanitaire, en référence absolue, notamment en l'absence d'une interprétation explicite de leur hiérarchie, de la propale qui, elle, était volontairement floue et flexible. Les acteurs du projet étaient loin d'être cyniques et dépourvus de bonnes intentions. Ils travaillaient nuit et jour dans des conditions difficiles. Il fait une partie de l'année plus de 45 degrés dans cette zone du Pakistan. Il n'y avait pas de climatisation. Ils prenaient peu de vacances par peur de voir leur visa non renouvelé et de ne pas pouvoir revenir dans le pays. Enfin, peu de vacances, oui, à l'étranger. Ils étaient par ailleurs conscients du hiatus entre ce qu'ils faisaient et les requêtes des villageois. Le cadre logique disait qu'il fallait construire des latrines et que la priorité était l'accès à l'eau, mais les gens demandaient d'abord de l'aide pour reconstruire leur maison. Et ne semblaient pas du tout intéressés par l'utilisation des latrines, dans une zone où on pratique communément ce qu'on appelle l'open defecation en anglais. Dans ce cas, la politique de l'impartialité fut façonnée, presque dictée par la bureaucratie humanitaire régissant les rapports entre acteurs de l'aide. En l'absence d'une politique opérationnelle explicite, les équipes de terrain s'en sont remises finalement aux documents de projet et plus simplement au cadre logique. Enfin, le dernier projet sur lequel je me suis appuyée est un projet multisectoriel mené dans le district de Peshawar, donc au nord-ouest toujours du Pakistan. Enfin, on revient au nord-ouest du Pakistan comme dans le premier cas, afin d'apporter une assistance à des personnes déplacées par le conflit, toujours le même conflit, mais à des zones un petit peu différentes, dans l'agence de Khyber, donc zone tribale pakistanaise, entre les talibans pakistanais et l'armée pakistanaise, toujours. Cette organisation-là, donc, qui initiait le projet, ambitionnait de couvrir les besoins urgents de ces déplacés dans les domaines de la santé, la sécurité alimentaire, les abris et l'éducation. Les priorités explicitées dans les documents de projet étaient d'aider le maximum de personnes déplacées non enregistrées par le gouvernement et le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc non enregistrées dans les camps, etc., hors camp et non officiellement comptabilisés finalement comme des déplacés. En pratique et au quotidien, les activités du projet furent avant tout soumises aux contraintes de la gestion de la sécurité des équipes par le département de sécurité de l'ONG. Le triage humanitaire envisagé uniquement, finalement, au sein d'un espace autorisé par ce département. Il délimitait le périmètre d'intervention des équipes de terrain, en excluant les zones proches des zones tribales, d'où provenaient les déplacés. Ces zones étaient pourtant aussi celles où la densité de personnes déplacées non enregistrées, je précise, était la plus importante. Puis les équipes devaient faire valider tous leurs déplacements de manière hebdomadaire et quotidienne par la sécurité. Département qui était évoqué presque comme une personne tant il était présent dans le quotidien des équipes et opaque dans son fonctionnement et ses analyses. En effet, le directeur du département sécurité attendait des équipes qu'elles prennent la pleine mesure des risques qu'elles encouraient et qu'elles lui fassent confiance. Cependant, il s'agissait d'une confiance aveugle, puisque la majorité des informations sur lesquelles la sécurité se basait pour établir ces règles étaient confidentielles. Ce département, toujours le département de sécurité, donc, était proche des agences de renseignement pakistanaises et de UNDSS, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le département de safety and de sécurité des agences des Nations Unies. Agence elle-même relativement proche du gouvernement pakistanais, donc dans ce pays. Gouvernement pakistanais, je rappelle, une des parties au conflit là dont il est question. Enfin, l'armée pakistanaise. Les déplacements des équipes de Peshawar sur les lieux de mise en œuvre des activités n'étaient souvent pas autorisés et la lecture qui était faite de la situation politique par les équipes de terrain, j'entends, collait au discours promu par le gouvernement pakistanais. Donc en interne, les équipes parlaient d'opérations de sécurité, je cite, de l'armée pakistanaise contre des militants, je cite encore. Donc on ne parlait ni de guerre, ni de différents groupes politiques en guerre contre l'État central, finalement.
Les déplacés n'étaient pas non plus désignés par leur appartenance tribale, élément pourtant central pour la compréhension des dynamiques politiques du conflit et pour l'identification de ceux plus particulièrement exposés à ce conflit, par conséquent. Les employés de l'ONG, tous pakistanais, étaient loin des dits bénéficiaires et semblaient même avoir quelques préjugés contre les habitants des zones tribales. Le mode de gestion apolitique de la sécurité des équipes avait une influence majeure sur le triage opéré par le projet entre les déplacés des zones tribales. Le projet écartait ceux qui ne pouvaient pas aller trop loin de chez eux par crainte de l'armée pakistanaise ou tout simplement par manque de moyens. Ceux-ci restaient sur la zone déclarée no-go area par les départements de sécurité. Mais par ailleurs, ceux qui étaient aidés l'étaient sans que leur histoire et leur situation singulière soient prises en compte. Dans ce cas, la politique de l'impartialité était influencée de manière significative par le mode de gestion apolitique de la sécurité des équipes. La plus grande partie des déplacés était exclue et l'histoire de ceux qui étaient inclus, donc ça, je viens de me répéter, je pense. Ces exemples montrent que l'impartialité n'implique pas de triage prédéfini ou universel. Ce principe est en fait sans cesse réinterprété par les acteurs et peut véhiculer des valeurs et idées de justice très différentes d'un acteur à l'autre. Pour cette raison, il n'est, à mon sens, ni l'apanage du Nord, ni à reléguer dans une période révolue de l'histoire de l'humanitaire. Je vous remercie. Merci Marion. Donc c'est maintenant Monsieur Bougeux qui va prendre le relais. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de la violence structurelle qui règne au cœur des partenariats de l'aide humanitaire au Burkina Faso, là où nous avons conduit notre recherche pendant une année. En effet, la plupart des partenaires burkinabés rencontrés évoquaient une forme de violence dans la gestion des partenariats. Et nous avons essayé d'approfondir cette question en prenant comme objet d'analyse d'une part la conception que se font les partenaires du Sud des normes managériales et comptables d'accès au financement et de contrôle des dépenses qui leur sont imposées par les bailleurs de l'aide. Et d'autre part, les justifications qu'en donnent les partenaires bailleurs du Nord qui imposent ces mêmes normes. Alors, la notion de partenariat, on en a parlé tout à l'heure, je vais me centrer là-dessus, est évidemment très utilisée dans la rhétorique de l'aide internationale et dans les relations Nord-Sud pour contrer les nombreuses critiques contre l'inefficacité de l'aide en général et la faible participation des bénéficiaires. Cette rhétorique, elle insiste sur le respect des différences, l'établissement de relations équilibrées entre les partenaires. Or, le respect des différences pose non seulement la question des différences de moyens financiers, mais aussi celle des différences culturelles. Et il apparaît que cette question est systématiquement occultée, alors que les acteurs qui s'investissent dans les partenariats, au fond, tentent parfois inconsciemment d'imposer leurs propres valeurs en niant plus ou moins consciemment ce qui fonde la spécificité et l'identité des partenaires. Alors, au fur et à mesure de l'enquête, il est apparu que le partenariat humanitaire à Ouagadougou était l'illustration parfaite d'un mode de coopération conflictuelle. Coopération parce que les partenaires sont apparemment mus par des objectifs communs à atteindre, et conflictuelle parce que, à cause de la symétrie radicale, évidemment, des ressources financières et donc des pouvoirs réciproques des partenaires dans le partenariat. Alors cette situation structurelle d'inégalité engendre des déséquilibres, des ambiguïtés dans les termes de l'échange au quotidien entre les contributions et les rétributions attendues par chacun au cours de l'action partenariale. Et on aboutit au fond à un partenariat en forme de patronage, clientélisme si vous voulez, fondé sur la dépendance financière de partenaires clients bénéficiaires de l'aide auxquels les partenaires patrons bailleurs peuvent imposer leurs normes de gestion. Alors, cette situation structurelle, qu'on connaît tous très bien, est bien rendue par ce proverbe africain « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Et je vais donc parler de la violence structurelle de la main qui donne et de la violence symbolique de la main qui reçoit. La violence structurelle de la main qui donne, évidemment, est consubstantielle à cette forme de partenariat-patronage. Les différences de moyens confèrent le pouvoir au partenaire qui détient toutes les ressources financières.
Mais comment s'exerce-t-il en pratique? Il s'exerce au fond au cours du processus d'opérationnalisation des programmes et dans l'instrumentation de l'action. Lors de la contractualisation des partenariats dans lesquels les partenaires du Nord imposent aux partenaires du Sud des normes, des dispositifs comptables qui prétendent répondre à l'impératif de contrôle financier en conformité avec le modèle managérial du New Public Management. Cette culture managériale est au cœur des dispositifs d'instrumentalisation de l'action. Et ces impératifs normatifs sont de puissantes contraintes dans la construction des partenariats locaux. Or, ces instruments, ces dispositifs et leur mise en œuvre, les modalités de leur mise en œuvre, ne sont pas culturellement neutres. Ils imposent leurs propres contraintes, leurs propres logiques, en fonction des schémas d'action préétablis, ce qu'AICO ils appelaient les Tried and Trusted Responses. Ils produisent des effets spécifiques qui structurent l'action indépendamment, si vous voulez, des objectifs humanitaires poursuivis. Alors, ce modèle est parfaitement ethnocentrique. Son paradigme dominant, largement inadapté aux réalités des sociétés du Sud en développement, c'est la croissance, la technologie est son moteur, et la quantification sa mesure. Il suppose que les gens sont des acteurs rationnels, prenant des décisions individuelles, motivés par des bénéfices à court terme, que ces bénéfices sont économiquement définis, et que ça se passe à peu près comme ça, de la même manière, dans le monde entier. Alors bien évidemment, ces prémices, si vous voulez, ces présupposés sont au fondement d'une négation de la différence culturelle de l'autre, de la main qui reçoit, comme je disais, et au fond, cette différence culturelle est toujours interprétée, a priori, systématiquement, comme au fond l'expression d'insuffisance de l'autre, de carence, de manque, voire de magouille, malversation, détournement et autres manques de qualité. Alors, au-delà de ces stéréotypes, comment ça se passait empiriquement? C'est ce qu'on a essayé de creuser dans la recherche. Et cette l'instrumentation de l'action, c'est-à-dire quand le bailleur reçoit les financements internationaux, ECHO, les agences onusiennes ou les autres, et les transfère aux partenaires locaux pour pouvoir opérationnaliser l'action, c'est au fond pendant la gestion administrative des dispositifs d'accès aux subventions et aux conventions de financement, et sur la gestion des règles budgétaires et comptables que s'organise cette redevabilité des partenaires du Sud et au cours de laquelle s'organise cette domination et cette emprise des partenaires du Nord. Pour le partenaire burkinabé, le chemin de croix normatif commence avec l'appel à proposition. Les petites ONG humanitaires associations que nous avons rencontrées, n'arrivent pas à se faire reconnaître des bailleurs. Ils n'ont pas d'expérience des mécanismes de l'appel à proposition, de la gestion des financements. Il leur est difficile de monter un dossier car il faut maîtriser un langage et les cadres de la bureaucratie de l'aide, savoir construire un projet, présenter le budget selon des normes comptables internationales. Il faut répondre à des conditions administratives d'éligibilité, satisfaire à des procédures de vérification de conformité des dossiers de réponse à l'appel à proposition, satisfaire à l'analyse de la qualité technique et financière, etc., etc. Toutes ces normes sont telles que la plupart des associations et des ONG burkinabés ne peuvent y satisfaire. En effet, il faut aussi être capable de mobiliser un autofinancement de 5 à 10% du budget demandé pour pouvoir commencer et être capable d'attendre la clôture du programme et la validation des rapports techniques et financiers pour recevoir le versement final de 20%. Alors que, évidemment, ces associations locales et ces organisations ont besoin de cet argent tout simplement pour le fonctionnement pendant l'exécution du programme. Les partenaires locaux, même un peu plus importants, les ONG burkinabés plus importantes, rencontraient elles aussi les plus grandes difficultés pour accéder directement aux financements internationaux. Quand elles y parviennent, elles tombent entre les griffes de courtiers financiers internationaux qui s'imposent comme intermédiaires pour atteindre des financements européens. Il y a le mécanisme mondial, il y a l'UNCD, enfin, bon, je ne vais pas vous donner des détails, je n'ai pas le temps ici, mais en tout cas, cette médiation institutionnelle imposée par les grands bailleurs
pour accéder au financement de l'aide humanitaire internationale est telle qu'au final, 50 à 80% des montants qui sont alloués aux partenaires du Sud, et qui sont déclarés d'ailleurs comme étant les chiffres de l'aide du Nord, etc., dans les bilans, eh bien, ils n'arrivent pas à destination. C'est vraiment donc au cours de ce processus d'instrumentation financière que le partenariat se transforme en patronage. Au terme de ce processus, le partenaire local est réduit au rôle de simple exécutant, contraint d'accepter des coûts supplémentaires en équipement, en salaire et indemnités d'experts et de consultants expatriés imposés, en per diem qui vont avec, et surtout en coûts de gestion administrative absorbés par le siège de l'ONG internationale ou par la structure de gestion intermédiaire imposée par le bailleur. Cette structure est une source de violence structurelle. Et elle a des conséquences désastreuses sur le moral et l'engagement des partenaires locaux. Elle contribue, je crois, à nourrir la crise de confiance dans l'aide humanitaire internationale. Les contraintes normatives les plus pressantes, les plus constantes que subissent les partenaires locaux concernent très certainement la justification comptable, les procédures de justification comptable. Une énergie considérable est dépensée à revoir la comptabilité, à retrouver des pièces justificatives, les devis pro forma, bons de commande, contrats, bons de livraison, feuilles de présence, etc., et à boucler les rapports financiers recevables. Les programmes doivent être respectés, etc., etc. Bon, je me dépêche, j'ai perdu beaucoup de temps. En fait, la bureaucratie humanitaire oblige presque les partenaires locaux à faire des fausses factures, pour pouvoir évidemment justifier de missions dans des zones où on prend de l'essence, où il n'y a pas de personne ne sait écrire, etc. Et on est obligé de tricher. Ceci n'est pas grave au fond, parce que pour le bailleur, c'est pas la pertinence ou la réalité de la dépense, mais seulement le fait qu'elle soit conforme aux prévisions, faites en apparence selon les règles, et justifiée par une pièce comptable recevable par l'auditeur. Alors voilà, je vais aller un peu plus vite. Donc cette forme d'ethnocentrisme liée vraiment à la structure de transmission de fonds se traduit par des formes de mépris, d'abus de pouvoir ou de harcèlement à l'encontre des partenaires locaux. Et malheureusement, ceux-ci sont enfermés dans les raids de la dépendance financière, et ce qui interdit toute opposition ou révolte frontale. On a donc des réactions qui vont de la soumission, associées à des formes de souffrance psychique, qui vont à la duplicité à l'égard des acteurs humanitaires. On a donc des gens frustrés qui ne croient plus du tout à l'importance des rôles et des missions qu'on attend d'eux. Ils valorisent l'ambivalence de leurs relations, en faisant semblant d'adhérer aux principes, tout en prenant leur distance avec les normes, en feignant, en instrumentalisant, en détournant, en arnaquant, etc., etc. On connaît tous cela aussi. Pour terminer, ce qui est contesté par partenaires locaux, ce sont moins les principes humanitaires affichés que les règles du jeu de leur mise en œuvre dans les partenariats. Ce qui est contesté aussi, c'est leur tentative de contrôler les programmes à travers la prolifération normative des dispositifs et des procédures qui sous-tendent la boîte à outils de l'aide. Et on aboutit ainsi à un partenariat paradoxal dans lequel règne la méfiance, chacun ayant le sentiment d'être utilisé comme un moyen par l'autre pour atteindre des buts qui lui sont propres et dissimulés. La violence structurelle du bailleur et la violence symbolique du récipiendaire qui lui répond sont inscrites dans la structure clientéliste des partenariats patronage, et particulièrement dans cet impératif normatif de gestion et de ses conditions empiriques. Pour terminer, je dirais que cette situation n'est pas particulière au Burkina Faso, elle n'est pas non plus spécifique à l'aide humanitaire. L'aide au développement souffre exactement des mêmes maux. Et plus loin, nous aussi, au CNRS, à l'université, nous souffrons d'une financiarisation excessive des modes de gestion de l'action. Donc c'est quelque chose d'international, de très, très, très sérieux, avec des acteurs qui sont à l'origine de ça difficilement identifiables, et c'est sans doute une des plus grandes difficultés que l'on rencontre. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va entendre Daniel Tan maintenant. Alors, c'est bon, il faut juste savoir comment ça marche. Si ça marche. Si je peux avoir de l'aide. Parce que ce serait dommage, hein, il y a plein de jolies cartes. Donc,
Donc bon, je vais commencer. Donc moi, je vais vous emmener donc au Laos, donc dans un pays un peu atypique pour les ONG humanitaires, parce que c'est pas un pays. Moi, j'ai mon ordinateur branché, mais donc alors, je sais pas comment. J'ai ma clé là. Je vais vous faire. Donc, qui est donc atypique parce que c'est un pays qui est très peu médiatisé, très peu connu. Il n'y a pas de crise majeure, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas d'énormes catastrophes naturelles. Et puis quand il y en a, dans un pays qui compte 6 millions d'habitants, eh bien, les chiffres sont faibles comparés aux grosses catastrophes d'autres pays. Et surtout, on est dans un contexte où on a un discours et une volonté d'engager le pays et les populations vers le développement. Donc moi, je vais essayer de comprendre comment est-ce que le dispositif humanitaire se place dans un contexte de développement et comment les acteurs de l'humanitaire se retrouvent confrontés à des dilemmes, des difficultés, à essayer de proposer, ou en tout cas de décider une stratégie qui soit aussi en conformité par rapport à leur identité, leurs valeurs, leur mission, etc. Donc, oui, ça c'est celui-là. En format PowerPoint, c'est bien. Ouais. Et donc la démarche, ça a été grâce au Fonds Croix-Rouge, d'engager une recherche sur les 12 derniers mois et où j'ai passé 5 mois de terrain au Laos. Si on arrive à... c'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour reprendre, je vais essayer de retracer à travers cette recherche que j'ai menée sur ces 12 derniers mois et donc 5 mois de terrain à collecter des données quantitatives et qualitatives pour essayer de décrire le tissu humanitaire au Laos. Et dans un esprit dans une démarche de socio-anthropologie du développement, mais avec une nouvelle, on va dire, cartouche qui est en fait les SIG, donc les systèmes d'information géographique. Donc d'utiliser l'analyse géographique et dans un esprit en fait de recherche-action, où l'objectif c'est pas de produire une recherche pure avec un article et des conférences, mais de produire des outils qui puissent être utiles pour les acteurs de terrain. Et notamment dans un contexte où, Virginie le rappelait, on a très peu de données fiables, encore moins au Laos. C'est-à-dire que quand on parle d'efficacité de l'aide, d'harmonisation, on met en place ce qu'on appelle la plateforme pour le Aid Management Platform. Et bon, au Laos, c'est en cours, mais impossible de savoir combien on donne, qui donne, où on donne, etc. Et encore moins dans le champ de l'humanitaire. Donc l'objectif, ça a été d'aller chercher ces informations auprès des acteurs et d'essayer de les analyser et de voir en fait qui compose ce champ de l'humanitaire. Et au travers en fait de cette démarche en fait méthodologique, on se pose à des problèmes qui est de comment on différencie les acteurs de l'humanitaire et ceux du développement. Ça a été la grande question méthodologique. Et donc du coup, ça a été de retracer tous leurs dilemmes et leurs difficultés, qui est est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on s'adapte au contexte du besoin, des changements de financement, mais aussi du contexte politique, parce que dans ce cas-là, je vais vous montrer qu'on est aussi dans un contexte particulier, donc autoritaire. Donc on est dans un Laos qui est enclavé, donc tout autour avec des grands géants, et notamment en fait la puissance chinoise qui justement pénètre cette Asie du Sud-Est, et ça c'est l'objet de mes recherches, on va dire, à plus long terme. Donc l'objectif du gouvernement, c'est vraiment de sortir le Laos des pays les moins avancés. Donc on est dans un pays où, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de crise humanitaire majeure, mais malgré tout on a des seuils critiques en fait de pauvreté, de malnutrition, etc.
Et pour cela, on a un gouvernement qui justement refuse cette étiquette de pays en difficulté qui aurait besoin d'aide humanitaire, mais plutôt d'être un pays qui fait tout pour s'en sortir et qui est sur cette course vers le développement et qui met tout en œuvre justement pour arriver à ce développement. Et très concrètement, on a un afflux massif d'investissements étrangers, notamment chinois, vietnamiens, thaïs, etc., qui est en train en fait de renverser la courbe entre le ratio en fait de l'aide au développement dans la part du PIB, où 10 ans avant, on était à 25% du pays, de l'aide au développement au sein du PIB. Aujourd'hui, on est à 4%. Et inversement, on n'avait quasiment pas d'investissement étranger aujourd'hui. Et là, on a autant, en fait, le montant des investissements étrangers est quasiment égal à celui de l'aide au développement. Avec, bien sûr, des investissements étrangers qui ne demandent pas de contrepartie. Donc, on est là, très concrètement, c'est de mettre le pays en concession. Donc, la stratégie de turning land into capital, donc d'offrir des concessions. Donc là, vous voyez le Laos avec la partie verte, on a des forêts. Donc, c'est de devenir la batterie de l'Asie du Sud-Est. Donc, 70 barrages le long, quand même, du Mékong. Et de ses affluents, 5 millions d'hectares octroyés qui constituent 21% de la surface totale du pays. Si je vous dis tout ça, c'est qu'on est en fait dans des problématiques qui sont en train de changer aussi par rapport à ces urgences humanitaires, où on développera plus tard, mais là, ces projets-là sont en train de créer en fait les problèmes de plus tard sur pas des réfugiés climatiques, mais là des réfugiés environnementaux, dans la mesure où toutes ces concessions, c'est ce qu'on appelle le land grabbing, c'est l'accaparement des terres, c'est la relocalisation, le déplacement forcé des populations, et dans un pays qui est composé à majorité de minorités ethniques, 49 minorités ethniques, et le Nord quasiment que des minorités ethniques, où se passent en fait toutes ces choses-là. Donc, on a un pays qui est en train d'évoluer, et là, dernière nouvelle, on a un train à grande vitesse qui va être construit par les Chinois, qui passe par le Nord, là, 7 milliards de dollars, donc qui peut rivaliser avec les investissements chinois pour construire un train à 7 milliards de dollars dans une zone enclavée qui intéresse personne. Donc, 29 habitants au kilomètre carré, mais donc 28% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et avec des taux de malnutrition qui sont très critiques, puisque le Laos se place au 6e rang sur 76 quand même sur l'échelle en fait par rapport à la malnutrition. On est aussi dans un grand dilemme puisqu'on a des ONG qui sont sous contrôle extrême. Pour monter un projet au Laos, il faut signer ce qu'on appelle un MOU, un Memorandum of Understanding, c'est un accord. En moyenne, les projets de l'Union européenne mettent entre 14 et 15 mois pour être signés. Donc, très concrètement, ne pas signer un MOU, ça veut dire qu'on ne peut pas recruter de personnel, on ne peut pas établir un bureau, on ne peut pas commencer les opérations. Et donc, ça met en péril, en fait, la bonne marche du projet. Et très concrètement, ça oblige les ONG, au moment où elles signent leur MOU, à mettre toutes leurs activités en place en 6 mois, même quand elles arrivent à obtenir un avenant. Donc, on est dans un cas de conscience de ce qu'il faut partir et ce qu'il faut rester par rapport à un contexte qui n'est pas prioritaire. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas des grosses catastrophes, etc. Donc, on a MSF, par exemple, qui, justement, depuis 1989, est en pointillé. Donc on vient sur un programme VIH, on ouvre un centre à un moment donné où pour les autorités laotiennes le sida n'existe pas. Donc ils arrivent à créer ce centre, à imposer de faire entrer les traitements antiviraux. Ils arrivent à transférer à d'autres ONG pour un plus long terme et à intéresser d'autres bailleurs. Donc, ils quittent ce programme. Parallèlement, ils s'occupent des réfugiés Hmong à la frontière, qui sont en fait les délaissés de la guerre secrète de la CIA et qui sont toujours persécutés par l'armée laotienne et donc qui fuient vers la Thaïlande. Donc comme le Laos interdit aux ONG de s'occuper de toutes ces questions des droits de l'homme, donc eux travaillent à la frontière. Ils ont dû stopper à cause de l'armée thaï qui les obligeait à partir. Ils sont revenus donc en 2011 sur un programme de santé maternelle parce qu'on a des taux incroyables de mortalité infantile,
de mortalité de femmes au moment de l'accouchement, etc. Et dans les régions les plus, on va dire, reculées, donc dans le nord du pays, etc. Et en fait, ils sont partis en claquant la porte au bout d'un an, parce qu'ils se sont aperçus que c'était impossible de travailler, parce que zone trop reculée, faible participation, faible fréquentation en fait de ces structures-là, impossible de recruter du personnel qualifié, impossible de faire venir des médicaments. Donc ils ont décidé que c'était trop difficile de rester au Laos pour maintenir leurs activités. Et ça, en fait, on se retrouve dans une situation un peu commune pour les grandes, on va dire, ONG humanitaires où l'urgence est au cœur de leur action. On a ACF qui a tenté, c'est-à-dire elle a travaillé dans le nord du pays, justement au cœur de ces endroits où on a cette transformation du triangle d'or, où avant on faisait de l'opium et aujourd'hui on fait des cultures de l'EVA, des plantations industrielles d'EVA, et on demande en fait à ces minorités ethniques de travailler donc dans ces plantations où en fait on veut tout simplement leurs terres et on les délocalise. Donc on a une politique aussi nationale de consolidation des villages, parce qu'il faut développer, donc il faut créer des villages plus gros. Donc dès qu'on est un petit village de minorité, on est relocalisé. Ces relocalisations, très concrètement, elles ont pu produire 30% de morts la première année de relocalisation. Donc on était à des taux vraiment très inquiétants. Et donc ACF qui intervient dans le Nord, dans ce contexte justement où toutes ces terres sont données aussi aux Chinois pour faire ces grandes plantations, a essayé donc de se dire, bon, on ne va pas mettre des pansements sur le mal, distribuer de la nourriture, des choses comme ça, on va essayer de s'attaquer un peu au gros du problème. Et donc, soit d'aider les populations à se maintenir dans les villages en montrant que c'est possible au gouvernement de ne pas délocaliser les populations, si on construit des infrastructures, si on améliore les outils de production, et on aide les populations qui sont dans les villages relocalisés. Fin 2008, ACF décide de partir parce que, en fait, ils décident que c'est quasiment impossible de maintenir leur mission. Et ça va changer complètement la position en fait des bailleurs sur la question du ce qu'on appelle resettlement, donc ce déplacement en fait de population. Et ça, c'est un sujet très sensible parce que ça va. Je vous parlais des grands projets, c'est ça qui va déterminer ces grandes relocalisations. Bon, on a d'autres organisations, comme les différents mouvements de la Croix-Rouge, qui justement, en fait, très concrètement, si on veut pouvoir faire une intervention humanitaire au Laos, il faut être sur place. C'est-à-dire que si on vient de l'extérieur, c'est quasiment impossible de faire une intervention parce que le temps de signer ce MOU, c'est impossible. Donc, en fait, on est prêt à être un peu plus pragmatique. Et les dirigeants nous confessent, ils disent c'est impossible de survivre en faisant que de l'humanitaire au Laos. Donc on est obligé d'intégrer des actions de développement aussi en termes de financement. Et ça a été le positionnement de la Croix-Rouge. Donc moi j'ai j'ai collecté des données auprès donc de l'ensemble des ONG. J'ai obtenu leur base de données, 67 organisations, 222 projets, avec un profil où on a en majorité beaucoup de petites ONG, très peu de très très grosses ONG, mais ces très grosses ONG, c'est elles qui en fait mobilisent la majorité des contributions. Très concrètement, donc l'objectif de la cartographie, c'était ça, c'était de pouvoir mettre ces données en images et pouvoir identifier est-ce que là où on intervient, c'est pertinent. Si on plaque le district des plus pauvres et avec l'intervention des ONG, eh bien on peut s'apercevoir qu'il y a des zones qui sont en fait qui devraient être très prioritaires parce qu'elles sont les plus pauvres, mais c'est pas forcément là où on va dépenser le plus d'argent, où on va le plus intervenir. Et donc ce qui est très clair, c'est cette porosité entre le développement et l'humanitaire. De fait, donc concrètement, en termes de financement, il faut avoir des financements, il faut pouvoir être sur place. Et par rapport aux besoins, on est dans un plus long terme. Et donc, très concrètement, la majorité en fait, de l'argent dépensé, c'est dans l'agriculture, l'éducation et la santé. Et ce que je vais vous montrer, en fait, c'est deux tendances pour montrer cette porosité. Donc, ces trois secteurs qui sont l'agriculture, la santé et l'éducation, ce sont les secteurs classiques, on va dire, du développement.
Et quand on regarde en fait le détail des activités, eh bien on s'aperçoit que ces champs-là sont abordés aussi dans une optique qu'on pourrait appeler d'humanitaire. C'est très concrètement sur la santé, eh bien la majorité des programmes c'est sur la nutrition. Et quand on regarde des programmes dans certains villages, eh bien on a 44 à 58% d'enfants de moins de 5 ans qui sont en situation de faim. Donc des taux très très élevés. Sur l'agriculture, eh bien, une ONG comme ACF, qui est sur la nutrition, donc donner à manger, eh bien, va réfléchir à mettre en place des systèmes de production agricole pour améliorer les rendements. Et inversement, donc dans les champs, on va dire, qui sont identifiés humanitaires, donc ça, UXO, c'est Unexploded Ordnance, c'est toutes les petites bombes là, en fait, le Laos, c'est le pays le plus bombardé du monde par tête, puisque c'était un peu la zone tampon avec le Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est toutes les zones où il reste en fait des bombes. Et donc, voilà, il y avait 2 secteurs que je pouvais identifier qui étaient humanitaires. C'est UXO et ce qu'on appelle les DRM, donc c'est Disaster Risk Management, donc tout ce qui est gestion des catastrophes naturelles, qu'on pourrait identifier purement humanitaires. Eh bien, dans ces champs-là qui devraient être considérés purement humanitaires, eh bien, la logique est en fait complètement développement. Par exemple, sur des projets d'IRM de la Croix-Rouge qui s'est monté en consortium, financé par le DIPECO, eh bien, l'objectif, c'est de monter une plateforme nationale de gestion avec les autorités nationales pour gérer en fait tous ces risques. Sur UXO, déminer, c'est l'objectif. Mais pour pouvoir en fait avoir des financements, ils sont obligés de changer leur discours vers une perspective plus développement et de dire qu'il faut relier en fait la pauvreté et les bombes, et que si en fait on enlève les bombes, ça permet aux paysans en fait d'améliorer leurs revenus parce qu'ils peuvent cultiver, etc. Donc on fait tout un montage en fait de justification en fait de développement. Et donc je vais terminer sur justement cette question au final, est-ce que le débat qu'on a humanitaire versus développement, est-ce que c'est un débat dépassé? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que c'est un débat rhétorique? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est une question véritablement d'identité, liée aussi au financement, etc. Et moi, j'ai eu l'impression sur le terrain que quand je questionnais sur cette question de la transition humanitaire et sur ce débat humanitaire et développement, eh bien, les ONG anglo-saxonnes avaient un peu du mal à me comprendre. Les ONG françaises, elles me comprenaient tout à fait. Mais les ONG anglo-saxonnes me disaient, mais on n'est plus dans ça. Ça fait depuis longtemps qu'on n'est plus dans ça. Parce que, en fait... aujourd'hui, elles ont mis en place des dispositifs, des organisations, ce qu'on appelle des full spectrum organizations, donc de l'urgence au long terme. Et pour eux, c'est un continuum, et en reprenant en fait tous ces débats des Nations Unies. Où ils disent, nous, on est une organisation avec dual mandate. On est une organisation humanitaire et on fait du développement. On est une fédération d'antennes. Et donc, dans des pays où il faut vraiment de l'humanitaire, eh ben, on envoie des équipes purement humanitaires. Et dans des pays comme le Laos, où il faut un peu faire du développement, on va envoyer des gens de développement. On va avoir du personnel où on va leur demander d'avoir une qualification dans l'humanitaire, et pour pouvoir être mobile, en fait, sur différents pays. Et donc, je terminerai sur ça. Sur cette question, en fait, c'était un sujet qui... en fait, permettait plus de poser des questions que de répondre à des questions et de soulever en fait toutes ces frontières un peu poreuses et qui nous obligent en fait très concrètement à repenser l'organisation des ONG et la formation du personnel. Merci Daniel. Voilà, je crois qu'on est dans le vif du sujet. Benoît, tu veux faire la synthèse maintenant de la session en fait humanitaire du Forum mondial Convergence qui portait sur la transition humanitaire. Merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de s'inscrire dans la durée, je pense, avec cette deuxième édition des États généraux de l'action humanitaire.
C'est toujours du temps, de l'énergie pour organiser ce type d'événement. Donc, bravo pour cette deuxième édition. Et j'ai compris donc qu'il y en aurait certainement une troisième à Annemasse et qu'ensuite, ça serait une alternative des villes de Rhône-Alpes. Enfin, nous verrons. En tout cas, j'encourage cette initiative qui nous permet de nous retrouver, d'échanger entre acteurs, ceux qui mettent en œuvre des programmes, effectivement, d'urgence, de développement, de réhabilitation, ceux qui le font localement dans leur pays, dans les pays voisins, à l'international, et ceux qui observent, qui sont les chercheurs, les analystes. Il y a aussi ceux qui nous, j'en entends depuis des années, qui nous font des grandes phrases, faut changer, faut ci, faut ça, mais bon, c'est des discours, mais dans la réalité, donc ça c'est un autre point de vue. J'ai l'habitude d'entendre ça. Alors, plus sérieusement, effectivement, on a eu dans le Forum Convergence une session spéciale sur les questions liées au sommet mondial humanitaire, avec 3 ateliers, une grande table ronde. On aura aussi une conférence nationale humanitaire, la CNH, une 3e édition en février. C'est organisé dans le partenariat entre le gouvernement français, les affaires étrangères notamment, et les ONG françaises, et qui donc sera, en termes de calendrier, avant le sommet mondial humanitaire d'Istanbul. Et puis nous aurons aussi en septembre le Forum Espace Humanitaire. Et donc nous voyons, globalement, si je regarde en arrière depuis une décennie, malgré la perte du HCCI, du Haut Conseil à la coopération internationale, qui avait enterré Nicolas Sarkozy, malheureusement, nous avons quand même continué par d'autres moyens à créer le dialogue en cette initiative. Et je m'en réjouis parce que toute personne qui est dans l'action dans les domaines que nous évoquons aujourd'hui sait qu'on doit aussi prendre du recul, analyser, parce que nous ne parlons pas d'une science exacte. Nous en avons souvent discuté entre ceux qui sont des fidèles de ces échanges. Qu'est-ce que l'action humanitaire? Ça commence où? Ça s'arrête où? C'est les pièces jaunes de Mme Chirac, c'est une urgence dans tel pays. Qu'est-ce que le développement? Alors, on parlait, Virginie en introduction rappelait effectivement le besoin de nouveaux repères, de nouveaux questions. Alors, on a là un mot de transition humanitaire. C'est toujours intéressant. On a depuis quelques années la résilience aussi. Je trouve que c'est bien d'avoir des mots, on les voit évoluer dans le temps, ces mots-là, ils nous permettent de dialoguer, de discuter. Mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Si les ONG sont vues comme étant dans l'urgence depuis toujours, elles savent très bien, on sait très bien, que l'urgence en tant que telle, au sens de sauver des vies, n'est qu'une minorité de leur action dans l'année. C'est vrai pour Médecins sans frontières, c'est vrai pour Action contre la faim, c'est vrai pour Médecins du monde, au sens de sauver des vies. Je ne développerai pas, parce que je pourrais le faire, ça sera abordé dans les 2 jours, l'aspect communication, puisque je dis sauver des vies. Voilà, alors on a des images, etc. Et effectivement, c'était présent, les médias, la communication, que véhiculent nos images. On a aussi la notion qui est évoquée plus précisément sur les programmes, la notion de triage, et à quoi est associé les programmes. Donc ça, je ne veux pas le développer, ce n'est pas mon sujet, mais on a besoin de repères. Le premier repère que je veux donner, c'est depuis toujours que des organisations qui sont effectivement connues comme des ONG d'urgence ne font pas que de l'urgence. Et en font à peu près un tiers dans une année, en général à peu près. Je schématise l'application des ressources humaines et des moyens financiers. Parce qu'elles savent, ces ONG qui sont à un moment donné, qui passent en mode urgence, elles savent que le reste du temps, c'est la préparation, la réhabilitation, la limitation de ces moyens-là. Ce qui est nouveau, je pense, dans le débat et que l'on a évoqué à Convergence, il y a un mois, pour faire le lien, c'est que cette transition, nous avons la volonté de l'accélérer. Enfin, elle doit s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé, et ça j'invite des chercheurs à travailler avec nous, parce qu'on peut le démontrer, il est prouvé aujourd'hui qu'un renforcement de capacité dans un pays le prépare beaucoup plus à faire face à une urgence. Voilà. C'est prouvé financièrement, techniquement. C'est pas pour ça que les politiques évoluent très vite, c'est pas pour ça que les ONG internationales vont très vite et accélèrent ça. Lorsque j'ai été président récemment d'Action contre la faim, et mon activité professionnelle étant à la Fondation Mérieux, on est basé sur du renforcement de capacité dans le domaine de maladies infectieuses. Je voyais ce paradoxe en Haïti. Le professeur Bilpap, qui dirige l'ONG San Gestio, qui est remarquable en termes de santé, et je vais pousser nos équipes en ayant fait les rencontres. Voilà, on a des discours, il faut du partenariat, Nord-Sud, etc. Vous avez Bilpap, c'est un Haïtien, il travaille de façon internationale, c'est lui qu'il faut soutenir, c'est la référence mondiale en santé. Oui, mais voilà, les grandes équipes d'ACF que je présidais, donc j'assume une part de responsabilité, mais on leur programme, on a délivré, on les bailleurs, etc. Alors c'est pas pour ça, et selon le tempérament
d'une chef de mission, d'un chef de mission, d'une personne qui finalement va regarder, va voir, etc. Donc je veux dire par là que si c'est pas nouveau et que la solidarité, l'humanité sont nés bien avant le mouvement sans frontières, comme on le sait, tout ça ont une suite d'histoires, hein, de gestes de solidarité. Cette transition qu'il faut nommer doit être une accélération. Pourquoi ? Parce qu'en plus, mondialement, on manque de moyens. Hein, tout ça, ça rentre dans un domaine mondial. On le sait, les gouvernements ont moins de moyens, les organisations internationales ont moins de moyens financiers. Il y a plus de besoins, une croissance démographique mondiale forte, des enjeux climatiques que l'on connaît, qu'il faut financer, il faut accompagner. À la clôture de la table ronde où nous étions à Convergence, François Hollande est intervenu, a dit tout ce qu'il fallait faire, et puis à la fin il a dit « mais il nous faut 100 milliards pour cela ». Bon, effectivement, il va falloir les trouver. Mais en tout cas, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc ce premier point, pour moi, c'est de dire qu'effectivement, cette transition, elle est nécessaire, elle doit s'accélérer, et elle passera forcément par du renforcement de partenariat, qui n'est pas simple. Et donc notre anthropologue qui nous penchait sur le Burkina a raison de dire ces difficultés. C'est très difficile de faire un bon partenariat. La main le problème que l'on connaît, qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des partenariats qui fonctionnent. Et donc, quels sont ceux qui fonctionnent ? Ceux qui fonctionnent, ce sont souvent ceux qui ne dictent pas, justement, et qui associent. Et je pense aussi que les partenariats multi-pays régionaux sont toujours plus efficaces. J'ai un exemple très concret, je serai à Niamey la semaine prochaine parce que on a mobilisé des fonds avec différents partenaires, la Banque islamique de développement, l'AFD, la Fondation Mérieux, une fondation grecque, enfin plusieurs fondations, autour d'une problématique sur effectivement la surveillance des épidémies dans la région Afrique de l'Ouest, le renforcement des capacités diagnostiques, etc. Et c'est parti, je dirais, d'une discussion, d'abord avec les ministres de la Santé, d'une appropriation par les spécialistes. Et donc, on avait l'AFD qui nous confiait des financements au départ. C'était il y a 4 ans en arrière. Et j'ai dit à mes équipes, qui avaient les proposals tout prêts à signer, j'ai dit non, on ne signe pas, parce que si c'est nous qui allons faire le programme, on va le faire, on va faire des bonnes factures, on aura des bonnes photos, mais quelle est la pérennité, quelle est l'appropriation ? Ce que vous savez tous, ce que l'on connaît. Donc, il faut qu'on ait un engagement. Donc, il y a des méthodes, je pense, et d'autres les ont testées bien avant nous. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'un partenariat ? Et le sommet d'Istanbul, je me tourne vers Robert, il le sait, va devoir vraiment travailler sur, au-delà du mot partenaire, qu'est-ce que c'est d'être partenaire ? Avant Istanbul, qui aura lieu en mai, il y a eu... 10 ans auparavant à Genève, la Global Humanitarian Platform, qui a abouti à des règles de partenariat déjà. Je les ai ici, je ne vais pas les nommer, elles sont longues. Donc on doit approfondir ce que c'est qu'un partenariat. Un partenariat, ce n'est pas une sous-traitance, ce n'est pas pareil. Appelons de la sous-traitance, ce qu'est de la sous-traitance, un partenariat, ça appelle autre chose. On parle d'éthique humanitaire, et le professeur Mattei les véhicule à juste titre, mais on parle peu de valeurs humanitaires. Et... Une personne qui a été très impliquée en l'humanitaire pendant des années et qui n'existe plus, qui n'est plus de ce monde, me disait il y a longtemps, tu verras un jour, si vous ne vous battez pas pour les valeurs humanitaires, eh ben, c'est fini. C'est-à-dire que nous sommes porteurs aussi, je ne dis pas nous, le Nord, il n'est pas là, Pierre Micheletti, mais c'est pas nous, mais des tas de personnes à travers le monde sont porteuses de ces valeurs, du respect de l'autre, du respect des cultures, de la différence, des opinions, etc., qui font partie de nos actions aussi, et donc qui amènent d'autres formes de partenariat. Donc, c'est vrai que, sur cet exemple que je disais au niveau régional, et on pourra en discuter, le fait de ne pas décider, de ne pas imposer, mais de faire émerger la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'avoir autour de la table, parce que ça évite aussi, ça stimule, parce que dans les pays, il y a une stimulation, on n'a pas envie d'être le dernier de la classe, surtout quand on voit que les autres font des efforts, etc. Et il y a donc un encouragement à faire, je pense, à ce niveau-là, et donc des méthodes de partenariat. Donc j'ai apprécié ce que vous avez dit, parce que c'est une réalité. Et c'est une réalité quand aussi les bailleurs de fonds internationaux imposent à des ONG, dans des pays très difficiles, les mêmes choses, et qui amènent un dialogue pour dire, écoutez, on n'y va plus. Entre l'insécurité et ce que vous nous mettez, on ne va plus dans ces zones, et donc c'est des zones qui vont se fermer au fur et à mesure. Alors, je vais donner 3 recommandations pour terminer, en rappelant qu'on doit se situer dans la discussion des repères, toujours dans le lien entre le gouvernemental, le lien et l'opposition entre le gouvernemental et le non-gouvernemental. Ça me semble toujours important, puisqu'il faut que le non-gouvernemental respecte la responsabilité
et ce que doit faire le gouvernemental. Ça me paraît indispensable. Et il faut aussi que le non-gouvernemental, qui s'organise à travers des associations, des fondations, puisse challenger, puisse questionner le politique, le gouvernemental, lorsqu'il a des défaillances, lorsqu'il met des moyens là où ce n'est pas nécessaire. Et donc je crois qu'en ayant vu ces dernières années, avec la période des années 90, pour les plus jeunes d'entre vous, les années 90, c'est un retrait de beaucoup d'États après la fin de la guerre froide, de différentes zones géographiques, ce qui fait une montée des associations, des fondations au niveau international, qui se voient dotées de fonds. Toutes les ONG internationales ont multiplié leur budget par 10 ou 15 entre 1990 et 2000. Pas que les ONG françaises, britanniques, etc. Toutes les ONG. Donc j'ai les chiffres en tête, vous les trouverez. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un désengagement des États. À l'époque de la guerre froide, chaque mètre carré de la surface de la Terre était sous l'emprise russe, du bloc soviétique et américaine. C'est après le désengagement. Et ma première implication de terrain était au Liberia, première guerre civile de l'après-guerre froide, désengagement total alors que c'était une colonie américaine. Dans ce contexte des années 90, on a vu émerger, à partir de 2000, des codes de conduite poussés par le CICR, les codes sphères aussi qui ont fait beaucoup de débats. On avait un débat en 99 sur ces questions-là, organisé avec Philippe Riemann de la Sorbonne. Et je vois aujourd'hui effectivement pointer le sommet mondial humanitaire qui va être encore une fois un moment très important et qui va devoir aussi... On va avoir cette responsabilité à l'image du partenariat, sous-traitance, de développement urgence. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Donc, c'est en fait qui travaille dans quel domaine et qui fait quoi, jusqu'où, dans quel domaine d'action, avec quelle population, sous quelle forme. Je pense qu'il va falloir recomposer dans cette transition aussi les acteurs eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est un point. Alors, 3 recommandations. La première, elle concerne pour moi notre gouvernement. Nous avons fait avec Alain Boinet un rapport à Bernard Kouchner sur les enjeux humanitaires. Ça a permis d'avancer sur une stratégie, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut que l'on aille vers une loi de programmation humanitaire, avec évidemment la définition de ce qu'est humanitaire. Nous n'avons pas ça en France. Il faut que nos parlementaires, sénateurs, députés, comme ils discutent des enjeux de mission de la paix, de sécurité, doivent discuter des enjeux humanitaires, de quelle somme est consacrée à ça. Et juste un exemple, on sait que la France fait énormément dans le maintien de la paix et que ça coûte très cher. Voilà. On sait que les questions de sécurité sont très liées aux questions sociales, économiques et humanitaires. Autrement dit, la force, l'énergie que vous déployez aujourd'hui et qui est nécessaire, l'opération Serval au Mali, bien sûr, a été indispensable en termes de sécurité et de contexte. Mais au regard des millions qui sont affectés à cette opération militaire, quels sont ceux qui sont affectés à ce qui va permettre à un moment donné le désengagement de ces militaires ? Donc, ça va être des actions de solidarité humanitaire, sociale, économique, forcément. Donc, comment s'articule la discussion entre nos élus, nos parlementaires sur cette question-là ? Voilà pourquoi il y a une loi de programmation militaire, mais il n'y a pas de loi de programmation humanitaire. Première recommandation que je fais aujourd'hui dans les États généraux, il en faut une. Voilà. Avec un important travail sur les données. Ça a été évoqué, on manque de données fiables. Ronnie Broman avait fait un livre à ce sujet-là. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir des données fiables, parce que les données fiables, qu'elles soient chiffrées sur les engagements financiers, qu'elles soient sur les populations, qu'on sache de quoi on parle exactement, c'est essentiel. Parce que voilà, parfois on répète des chiffres, ils sont repris, il y a des doublons de chiffres. Quand une distribution alimentaire se fait par le PAM ou des médicaments par l'UNICEF, délivrés par une ONG, c'est les mêmes chiffres, c'est les mêmes populations de bout de chaîne souvent. Donc ça, il faut des données fiables pour aller dans ce premier point qui est la loi de programmation, de savoir de quoi on parle, parce qu'on est en période de raréfaction des financements. Le deuxième élément, c'est effectivement les États généraux ici doivent fortement encourager le renforcement des capacités parce que ça marche, ça peut marcher, on le voit. Et je dirais, il y a ce qui est négatif, qui ne marche pas, mais il faut aussi montrer tout ce qui est positif qui doit être accéléré par les ONG internationales, par les gouvernements. On a parlé un tout petit peu d'Ebola, on en a beaucoup parlé l'an dernier. Ebola, c'est aussi la responsabilité du gouvernement français, bien sûr, mais guinéen. Quand le ministre de la Santé, que j'ai rencontré au mois de mai, à Conakry, nous dit, et que je lui demande combien vous avez de votre budget national pour la santé, 2%. Bah oui, 2%, ça ne m'étonne pas. Quand on fait l'audit des laboratoires des 18 régions, c'est une catastrophe. Donc, j'aborde là peut-être un sujet qui est tabou, mais je l'aborde d'une certaine façon, qu'on doit aussi valoriser dans les gouvernements ceux qui assument leurs responsabilités, qui font bouger la santé. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que les systèmes de santé sont un élément indispensable. Donc c'est tous ensemble, gouvernement du Nord, du Sud, comme je le disais dans un rapport gouvernemental, non gouvernemental, qu'on doit aborder cette question-là.
Le troisième point, et donc ça il faut bien sûr le développer, le renforcer en montrant que ça marche et que ça fait gagner donc de l'argent et de l'autonomie, des capacités, ce qui a été évoqué. Et le troisième point, je tournerai un peu plus vers les Nations Unies, parce qu'il me semble que aujourd'hui, on a besoin d'une organisation des Nations Unies pour nous permettre de nous rencontrer à Istanbul, pour nous permettre d'aborder ces questions à la croisée de la sécurité, de l'action humanitaire, du développement, puisque les Nations Unies sont partie prenante de tout ça, avec le paradoxe que l'on pointe souvent des missions intégrées, qui sont parfois ambiguës, mais qui est connu aujourd'hui et qui est traité de mieux en mieux. Mais je crois qu'on a besoin d'une organisation onusienne, puisqu'il y a un agenda de la réforme des Nations Unies, dont l'humanitaire n'est qu'une partie. On a besoin d'une organisation onusienne, c'est un citoyen qui s'exprime, qui soit davantage tournée vers le maintien de la paix, vers l'administration civile des crises, parce qu'une ONG, une association ne sait pas faire ça et ne peut pas faire ça. Plutôt que de voir certaines agences onusiennes, certaines, pas toutes, être dans l'action, être je dirais, ce qui est parfois nécessaire, mais faire des choses que d'autres peuvent faire mieux, notamment des ONG nationales, des ONG locales. Donc, qu'est-ce que les Nations Unies doivent réfléchir agence par agence? Je ne parle pas d'OCHA, qui a une mission de coordination, d'information, qui doit renforcer, mais aussi, quand je vois le Programme alimentaire mondial qui se dit être la première organisation humanitaire mondiale, c'est sur le site, je me dis, ok, très bien, mais c'était au départ, il y a 40 ans ou 30 ans, un programme de la FAO, et puis c'est un département de la FAO, et c'est devenu le PAM. Ça pose un problème aussi dans l'organisation entre le gouvernemental et le non gouvernemental de cette articulation, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut un débat aussi sur les Nations Unies en tant que telles, parce que si on ne sait pas administrer une crise civilement, et c'est nécessaire, avec les collectivités locales qui le savent, tous les partenaires qui ont un rôle à jouer, eh bien, ça coûte très cher, et aussi pour procéder par, je dirais, complémentarité des uns et des autres. Voilà. Je m'arrêterai là, Virginie, dans cette conclusion. J'avais promis à Joseph qu'on serait bon avec le temps, mais non, tu vois, on est dans un nouveau rapport au temps aussi. On improvise. Donc, est-ce qu'on a le temps pour des questions? Je m'adresse au grand chef. Comment ça se passe? Ce serait bien, parce que je pense qu'on est bien dans le sujet. On a vraiment quelques minutes. D'accord. Bon, eh ben, on va prendre 5. Bon, on va prendre déjà deux questions courtes. À moins qu'il n'y en ait pas. C'est ce que je voulais juste terminer en disant qu'on est face à ce que j'appelle, j'en ai pour une seconde, le paradoxe de la professionnalisation. C'est-à-dire que les anciens ont connu, quand on était un peu amateur, etc., on n'avait pas les audits. Aujourd'hui, c'est très professionnel. On a des outils très professionnels dans le milieu des ONG. Et on est face à un paradoxe. Ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de victimes dans les pays, parce qu'il y a plein d'enjeux que l'on connaît. Donc, voilà, il fallait passer par cette professionnalisation, mais au service de quoi? Et à chaque fois, les partenariats doivent nous questionner sur la finalité de ce qu'on fait. On a des bons outils, mais les enjeux sont toujours là. Donc j'appelle ça le paradoxe de la professionnalisation, parce que j'ai connu à ICF, quand on n'avait même pas des guidelines, j'ai fait le premier guideline sur l'administration et la logistique, il n'y avait pas de guidelines sur des tas de domaines. Aujourd'hui, tout ça est très professionnel. J'ai même parlé de l'industrialisation de l'humanitaire, qui est un risque, et que Jean-François Mattei parle dans son dernier bouquin. Donc c'est un paradoxe parce qu'on doit effectivement débattre de ces points-là, et je ne vais pas revenir sur les 3 recommandations que j'ai formulées aujourd'hui. Merci. Merci Benoît. Oui, monsieur, vous avez une question là-bas? Il y a 2 monsieur qui sont à côté. On peut prendre un peu plus de questions. Rémi Rusbach. Le problème de la main qui reçoit, la main qui donne, est vraiment au cœur de beaucoup de problèmes dans les partenariats. Et le problème, c'est comment on donne et comment on reçoit. Il y a vraiment une question de personne là-dedans et de confiance réciproque. Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense qu'on doit respecter l'autre et la culture de l'autre. Mais il y a aussi des limites de ce qu'on peut accepter. Il y a une forme de négociation à faire. Par exemple, dans le domaine financier, on est obligé, quand on a des fonds, de pouvoir rapporter à ceux qui nous les ont donnés. Donc, on est forcé d'inclure la personne qui reçoit, qu'elle joue le jeu de la méthode, même si cette méthode est humiliante, occidentale, etc., de ne pas exiger de comptabilité sérieuse, c'est aussi montrer que cet argent que l'on a n'a pas d'importance, que de toute façon, tant pis si on le perd, tant pis si on le vole.
Et moi, je pense toujours sur l'histoire du renard et du poulailler. Quand il manque une poule dans le poulailler, ce n'est pas de la faute du renard, mais c'est de la faute de celui qui n'a pas fermé la clôture. Donc, je pense qu'on doit garder une certaine exigence dans le partenariat, mais c'est la façon de le faire. Et on peut très bien expliquer aux gens pourquoi on doit exiger certains reporting de leur part. Et c'est là où il y a la subtilité de la relation humaine, mais il n'y a pas de recette toute faite. On peut être ressenti comme humiliant ou pas, suivant notre attitude. Je pense que M. Bouju pourra vous répondre un peu plus. Après, on va prendre 2-3 questions, et puis comme ça, après, les intervenants se répartiront les réponses. Ma question porte sur les 2 dernières interventions. Oui. Ce qu'on pressent un petit peu, c'est que finalement, pour survivre, pour s'adapter, les ONG humanitaires se mettent à faire du développement, plus ou moins. Et ma question porte sur, est-ce que c'est vraiment leur rôle ? Est-ce qu'elles ont les compétences pour ça ? Et est-ce que c'est pas à d'autres acteurs, on a parlé des organisations locales qui ont peut-être plus de réseaux, qui sont plus ancrés, ou à des acteurs de développement de faire ça ? Et est-ce qu'on se retrouve pas finalement avec des gens dont c'est pas le rôle, qui se transforment pour survivre, mais qui du coup le font moins bien peut-être que d'autres acteurs qui eux n'ont pas accès au financement, parce que, notamment les organisations locales, parce que les financements sont entre guillemets trustés par les organisations humanitaires. Très bonne question. On va prendre une dernière petite, et puis comme ça on répondra. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. On va répondre. Jackie, tu voulais répondre sur la question de la redevabilité ? Oui, bien sûr. Bon, il ne s'agit pas de contester la nécessité d'un contrôle, évidemment, de l'accès au financement et des dépenses de ces financements. C'était pas ça mon propos. C'est sur les modalités, sur le mode non négocié. Pas du tout négocié, totalement imposé, sur le mode, comme vous avez bien dit, de l'exigence de règles qui sont énoncées ailleurs, qui servent d'autres fins que celles du simple contrôle. Un audit financier mensuel sur des petites associations qui n'auront à peine les moyens de payer les salaires de leurs membres. Ça pourrait se faire autrement, d'autant que ce sont des sociétés où il existe aussi des normes d'honnêteté, la notion de la dette est connue, comprise, et on pourrait faire un tout petit peu d'effort, au lieu d'en s'en tenir à notre conception de la dette et du rendu, de comprendre aussi comment les dettes se négocient dans les cultures avec lesquelles on veut travailler, ou les partenaires avec lesquels on veut travailler, et dans cette négociation-là, trouver un modus vivendi qui permette de contrôler la normalité des dépenses et de l'accès au financement. Mais ça, c'est pas fait. Et c'est ça que je dénonçais. Daniel et Marion, je vais vous laisser le mot de la fin, comme ça vous pouvez aussi répondre à cette question sur la transformation des ONG, finalement, qui est le plus pertinent aujourd'hui pour s'adapter aux besoins humanitaires. Donc moi je vais parler dans le cas du Laos, je ne vais pas parler des autres pays, parce que je pense que la situation est différente. Dans le cas du Laos, en fait, celles qui se revendiquaient vraiment purement humanitaires sont parties. Celles qui se sont dit, on met un pied dedans et au risque d'évoluer, on évolue. Mais en fait, la principale chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y a eu déjà un énorme chamboulement au sein des organisations, et surtout anglo-saxonnes, et je disais, sur cette répartition, et c'est vraiment quelque chose en fait d'international. Donc, c'est-à-dire qu'on a des équipes, et quand on a une situation d'urgence, on va envoyer une équipe qui est spécialisée dans l'urgence, donc là qui a les compétences, etc. Et quand on fait des actions de développement, on va avoir des gens recrutés sur des profils développement. Après, par rapport aux organisations locales, ça ne se passe pas au Laos, parce que les organisations locales sont quasiment inexistantes, et celles qui existent, elles sont contrôlées par l'État. Et elles n'ont pas les capacités. Et là, on est même en train de renforcer le contrôle dessus. Donc là, la concurrence, elle ne se joue pas entre local et international. Elle se joue aujourd'hui sur une question d'identité au sein des organisations, sur comment se positionner par rapport à son mandat. Donc on a des ONG humanitaires qui ont évolué et qui se disent on fait aussi du développement. Et quand elles sont sur le Laos, très concrètement, elles ne font pas de l'urgence. Si on regarde MSF,
ACF, etc. C'est pas de l'urgence pure, donc elles sont obligées de bouger. Et on voit bien qu'elles peuvent pas rester à terme si elles veulent rester sur un mandat strictement d'urgence. A contrario, on a des ONG de développement qui se sont dit, eh bien, on doit aussi répondre à des situations de crise, donc on doit aussi se donner les moyens de ça. Donc ils ont construit au sein de leur organisation une branche, une antenne, des équipes, et donc ils intègrent en fait la partie, on va dire, urgence dans leur organisation. Merci Daniel. Marion ? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce débat urgence-développement, déjà, est vraiment loin d'être nouveau, et y compris au sein de chaque organisation, que ce soit MSF, par exemple, qui a été cité, il y a eu des programmes qui visaient à répondre à la sous-médicalisation au Congo, au Tchad, et de longue date, hein, on ne parle pas des 5-10 dernières années. Et voilà, et ce débat en interne, cette tension sur est-ce qu'on doit faire que des actions de court terme ou de long terme, existe depuis longtemps et n'existe pas que parce que les ONG doivent survivre. En l'occurrence, pour MSF, ils n'ont pas trop de problèmes de financement. Donc je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent sur ce débat-là. Ensuite, en ce qui concerne moi mon terrain de recherche au Pakistan, j'ai pas vu de concurrence à proprement parler entre les ONG que j'ai étudiées, qui sont des ONG effectivement internationales d'origine européenne, et les ONG pakistanaises qui existent et qui sont nombreuses. Pour ce que faisait la première ONG sur son programme médical, dans un département de chirurgie, il n'y avait pas d'ONG pakistanaise qui faisait ça avant. C'est plutôt au Pakistan, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont vides. Je pense pas uniquement par manque de moyens. Les ONG pakistanaises arrivent pas mal à récolter d'argent au Pakistan par des appels aux dons liés à la zakat, tout un tas de types de modes de financement différents, effectivement, des financements classiques humanitaires. Et pour l'autre ONG, par exemple, qui faisait de l'eau et de l'assainissement, sur un programme vraiment plutôt proche de ce qu'on pourrait appeler le développement, là, on est sur 2 années après... L'année d'avant, il y a eu 20 millions de personnes touchées par les inondations. 2011, de nouveau des inondations. De toute façon, il n'y a pas eu assez d'acteurs en tout. Tout le monde n'a pas été aidé. Donc, il n'y a pas. Moi, dans mon cas, je ne peux pas vraiment dire que il y a ces ONG internationales qui prennent la place des ONG pakistanaises en l'occurrence. Écoutez, je vais conclure. Donc, peut-être qu'on s'oriente finalement vers le développement durable. C'est peut-être ça la nouvelle notion. Je vous remercie tous d'avoir été aussi patients. Et voilà.